Nous allons maintenant passer la parole à Serge Planton. Alors, Serge Planton est responsable du groupe de recherche climatique du Centre national de recherche météorologique, dépendant de Météo France. Donc, nous sommes en terrain connu, oui. Météo France. On va parler de la responsabilité de l'homme, on va parler aussi des effets à l'échelle de la France. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous laisse aussi la parole, Serge. Merci. Oui, alors je vais commencer par une diapositive qui a déjà été présentée tout à l'heure. C'est été présenté tout à l'heure par Jean-Louis Fellous, et puis ça renvoie un petit peu à ce qui a été dit aussi hier. Elle représente, cette diapositive, trois courbes. La première, c'est l'évolution de la température moyenne planétaire sur la période 1850 jusqu'à aujourd'hui. Et puis ensuite, en dessous, vous avez le niveau de la mer sur la même période et la couverture de neige au printemps. Enfin bon, les données, vous voyez, pour la neige, ça commence un petit peu plus tard. Eh bien, donc, comme il a été dit hier, donc la Terre se réchauffe. Elle se réchauffe surtout au XXe siècle. On estime maintenant que sur les 100 dernières années, l'augmentation de la température, c'était à peu près 0,75 degrés. Alors, ça paraît faible, finalement, 0,75 degrés. Qu'est-ce que c'est par rapport au thermomètre de tout un chacun? C'est une variation, finalement, très, très modeste. Mais il a bien été dit hier que, évidemment, la température moyenne de la planète, ce n'était pas la même chose qu'une température qu'on mesure à un point précis. L'évolution du climat, par exemple, entre une période glaciaire et interglaciaire, on a vu plusieurs illustrations, hier aussi, eh bien, c'est 5 degrés en moyenne, 4 à 6 degrés à l'échelle planétaire. Donc c'est finalement relativement peu, et pourtant on a vu que dans une période glaciaire, eh bien, la calotte s'étendait sur l'Écosse, voire encore plus au sud. Donc 0,75 degrés, c'est déjà pas négligeable, et ça c'est ce qu'on a déjà observé. L'augmentation du niveau des mers entre 10 et 20 cm au XXe siècle, puis on nous a dit aussi que Jean-Louis Fellous tout à l'heure, que c'était en train peut-être de s'accélérer, en tout cas c'est ce qu'on voyait à partir des données satellitaires, c'est au rythme maintenant plutôt de 30 cm par siècle. Et la couverture de neige au printemps, ça n'avait pas été montré, mais donc ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure à propos des glaces. Donc on a aussi une réduction de la couverture de neige de l'hémisphère nord, ici c'est la couverture de neige au printemps, au cours des dernières décennies. À peu près, puisque là c'est une superficie, il faut compter la superficie de la France en moins tous les 10 ans pour la couverture moyenne du printemps. Donc tout ça, ce sont des indicateurs qui sont convergents pour indiquer un réchauffement. Donc ça, c'est pas très nouveau. Jean-Louis, s'il te plaît. Et puis on a vu hier aussi qu'on observait une augmentation de la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, on les appelait comme cela. Donc là, vous avez par exemple le dioxyde de carbone, le CO2, sur les 10 derniers 1000 ans, et on voit l'augmentation très rapide sur la fin de période qui correspond en fait à l'augmentation de la petite fenêtre sur les 200 dernières années, c'est-à-dire depuis en gros le début de la période industrielle. Donc cette augmentation est très rapide sur des échelles de temps longues, mais elle est exponentielle, on le voit, sur les dernières centaines d'années. Pour autant, ce n'est pas parce qu'on fait cette double observation qu'il y a forcément un lien de cause à effet entre les deux. De la même manière que sur les carottages glaciaires qu'on a vus hier, ce n'est pas parce qu'on observait que le CO2 évoluait en même temps que la température, de façon assez parallèle, qu'on pouvait en tirer une relation de cause à effet. Et d'ailleurs, les scientifiques se sont posé la question, qu'est-ce qui devance quoi et quelle est effectivement la part de l'augmentation du CO2 sur l'augmentation de la température. Eh bien là, on se pose évidemment le même genre de questions aussi sur la période actuelle. Et donc, les scientifiques y répondent au travers bien de ce qu'ils savent de l'évolution de ces systèmes complexes qui régit nos climats. Et la seule façon de pouvoir faire le lien de cause à effet entre ces deux observations, l'augmentation de la concentration de certains gaz dans l'atmosphère et les évolutions climatiques dont on parlait, eh bien, c'est d'utiliser des modèles, mais des modèles qui ne sont en fait que des synthèses des connaissances à un moment donné, ce que l'on sait du fonctionnement de la machine climatique. Et là, vous avez par exemple deux courbes, une courbe en noir qui représente l'observation, la même que tout à l'heure, l'observation de la température moyenne à l'échelle de la planète, et en bleu, vous avez les résultats des modèles. C'est une série d'une dizaine de modèles différents qui ont été donc utilisés par différents groupes dans le monde.
Alors vous voyez que finalement l'évolution, ça marche bien jusque dans les années 60 avec cet ensemble de modèles-là, mais ça ne marche plus du tout dans les 30 dernières années. Or, ce qu'il faut savoir, et c'est précisé en haut, c'est que ces simulations ont été faites en prenant en compte que ce qu'on appelle les forçages naturels. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les facteurs d'évolution du climat qui sont naturels, donc la variabilité solaire, dont il a été question hier, et puis le volcanisme aussi, qui influence les climats, puisque on sait qu'un volcan, ça refroidit la température moyenne de la planète pendant 2 ans, 2 à 3 ans maximum, de quelques dixièmes de degrés. Donc si on fait varier le rythme des éruptions volcaniques, eh bien peut-être que ça va avoir un impact sur le réchauffement moyen planétaire en tendance sur le long terme. Eh bien donc, avec ces forçages naturels, eh bien non, on ne sait pas expliquer l'évolution du climat des 50 dernières années. Jean-Louis? Voilà, d'accord. Donc, par contre, effectivement, si on ajoute à ces causes naturelles possibles d'évolution du climat des causes d'origine humaine, eh bien, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi les émissions de particules polluantes, qui a aussi un effet sur le climat, on pourra peut-être y revenir, eh bien, à ce moment-là, les modèles sont beaucoup plus fidèles à la réalité. Alors, c'est sur la base de ce type de simulation-là, et puis d'autres études un petit peu plus détaillées, que finalement le groupe intergouvernemental sur les évolutions du climat, le GIEC, a conclu que maintenant il est très vraisemblable, il y a plus de 9 chances sur 10 pour que le réchauffement des 50 dernières années soit essentiellement lié aux activités humaines, pour que l'homme soit responsable du réchauffement des 50 dernières années, pour l'essentiel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cause naturelle, mais que la cause dominante, c'est les activités humaines. Donc Jean-Louis, maintenant je vais focaliser assez rapidement sur un autre sujet, puisque c'est essentiellement se focaliser maintenant sur des observations à l'échelle de la France. Parce qu'à l'échelle de la France, il est beaucoup plus difficile de mettre en évidence une cause d'origine humaine. On pourra en reparler éventuellement plus tard. Mais les observations, elles, en tout cas, elles concordent bien avec ce que l'on observe à l'échelle planétaire. Alors pour le prouver, je montre ces 2 courbes. On retrouve l'évolution de la température moyenne de la planète en haut, sauf que là, l'échelle n'est pas très dilatée, mais c'est exprès, c'est pour pouvoir mettre en rapport sur la même échelle l'évolution de la température en France, année après année, sur le XXe siècle. Alors ce qui est frappant, c'est que c'est beaucoup plus variable en France qu'à l'échelle planétaire. Bien là, on retrouve le fait qu'effectivement, c'est pour ça qu'un degré à l'échelle planétaire, ce n'est pas la même chose qu'un degré à l'échelle du thermomètre, mais c'est aussi pas la même chose que 1 degré à l'échelle d'une petite surface comme la France, c'est que 1/1000 de la surface du globe. Il y a beaucoup plus de variabilité quand on regarde une échelle beaucoup plus petite. Et malgré tout, même s'il y a beaucoup plus de variabilité, et donc finalement s'il n'y a pas que de l'évolution climatique là-dedans, on voit quand même que l'évolution en tendance est bien la même. C'est-à-dire qu'on retrouve une augmentation de température moyenne au XXe siècle, avec un palier dans les années 40-70, et puis une accélération sur les 50 dernières années. Alors pour autant, si on se fiait à une année particulière, évidemment, on pourrait avoir l'impression que le climat est peut-être en train de refroidir. Si on prend les dernières années, les années ici 2004 ou 2005, l'hiver 2005, souvenez-vous, c'était un hiver particulièrement frais. Mais il ne faut certainement évidemment pas en tirer des enseignements sur l'évolution du climat qui s'évalue sur des périodes de temps bien plus longues. Là, j'ai parlé de 30 ans, c'est même donc sur l'ensemble du siècle, pour savoir s'il y a une évolution des climats, c'est sur l'ensemble du siècle au minimum qu'il faut le juger. Et puis alors donc maintenant, je vais revenir sur des images un peu plus précises de ce qui se passe dans les différentes régions de France. On est toujours là sur des cartes qui montrent l'évolution de la température et l'évolution de la température moyenne en France. Alors vous avez à gauche des températures dites minimales. Ce sont en fait les températures nocturnes, de fin de nuit. Et puis ensuite, les températures à droite, qui sont les températures de milieu de journée, température maximale, donc il faut comprendre maximale et minimale journalière. Donc c'est des évolutions en tendance, vous n'avez probablement pas à lire les cotations, ça correspond à peu près 1 degré, un peu plus d'1 degré sur la carte de gauche, un peu moins d'1 degré sur la carte de droite, avec des différences régionales quand même. La partie ouest se réchauffe plus pour la carte de nuit, et puis pour la carte de jour, c'est plutôt le sud qui se réchauffe plus. Ce qui fait qu'en moyenne, c'est le sud-ouest qui s'est plus réchauffé que les autres régions. Mais les écarts sont de quelques dixièmes de degrés seulement, c'est pas très important. À l'échelle de la France, c'est
1 degré. Donc c'est déjà un petit peu plus que ce qu'on avait, j'avais fait remarquer tout à l'heure à l'échelle planétaire, mais ça on le comprend bien. On pourrait éventuellement y revenir. Pour les pluies, elles ont aussi évolué à l'échelle du XXe siècle. Donc là, vous avez une carte qui montre avec des couleurs vertes des augmentations de pluie au cours du XXe siècle. C'est exprimé en pourcentage. Donc ça va du vert clair, c'est 10%, jusqu'au vert plus foncé, c'est plus de 25%. Et vous avez des flèches après qui indiquent aussi si ces évolutions sont significatives ou pas, si elles sont faibles ou si elles sont importantes. Et quand c'est du rouge ou du rose, eh bien, ça veut dire qu'au contraire, il y a une diminution. Donc on voit que sur l'ensemble de la France, on a plutôt une augmentation. Mais pourquoi il y a plein de trous dans votre carte? Ah, c'était une bonne question, mais ça va nous entraîner dans une réponse je vais devoir y consacrer un petit peu de temps. C'est que, en fait, ces données-là, ce ne sont pas des données brutes observées, mais ce sont des données qui ont été retraitées. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de retraiter les données pour faire des études climatiques? C'est parce qu'on n'a pas toujours observé de la même façon, on n'a pas surtout observé au même endroit. Et il suffit qu'on déplace une station d'un endroit à un autre, et après-guerre, il y a eu beaucoup de stations qui ont été détruites, qui ont dû être reconstruites, même si c'était dans la même localité, ce n'était pas exactement au même endroit. On a changé aussi des capteurs au cours de l'historique de la station. Ça crée ce qu'on appelle des ruptures d'homogénéité. Et donc, il faut faire un traitement statistique pour éliminer ces ruptures-là. Et si on ne fait pas ce traitement, on peut très bien avoir une carte d'évolution qui n'a rien à voir avec la réalité. Mais on pourra éventuellement y revenir plus tard. Alors donc, cette carte de moyenne, d'évolution moyenne à l'échelle de l'année, en fait, elle masque aussi des disparités à l'échelle des saisons, puisque, en fait, c'est surtout en automne et en hiver que les pluies ont augmenté. Au printemps, c'est plus compliqué, et en été, elles ont plutôt diminué sur la plupart des départements, des régions de France. Donc, quand on dit il n'y a plus de saison, attention, quand on parle des pluies, ce n'est pas vraiment le cas, ou des précipitations, puisque si on inclut la neige, en fait, au contraire, les saisons sont plutôt plus marquées pour ce qui est des précipitations. Elles sont moins marquées, évidemment, pour la température, puisque les hivers, par contre, sont de moins en moins rigoureux. Merci. Alors par ailleurs, on sait que justement, les hivers de moins en moins rigoureux, on sait qu'il y a de moins en moins de neige en moyenne montagne. Donc ça, c'est un exemple dans les Alpes, massif de la Chartreuse, au col de Porte, à 1320 mètres d'altitude. Là, vous avez l'épaisseur de neige pour la deuxième décade de février. Donc c'est très précis, mais il faut avoir un indicateur le plus précis possible pour pouvoir suivre les évolutions dans le temps. Et là, on voit bien qu'il y a une diminution. On passe d'à peu près 1,50 m à 1 mètre, donc en tendance, même s'il y a une variabilité interannuelle, vous le voyez encore. Il ne fallait évidemment pas juger sur le pic de l'année, je n'arrive pas à lire, excusez-moi, mais enfin, à la fin des années 80, dans les années 80, là, il y a un pic d'enneigement qui n'était absolument pas révélateur d'une tendance quelconque. Donc il faut se garder de tirer les enseignements des années qui sont très singulières. Et alors, je ne montrerai qu'une carte sur des extrêmes, parce que d'abord, elles ne sont pas forcément très lisibles, je préfère le dire, que le montrer, que l'illustrer. On s'est intéressé aussi à savoir s'il y avait plus de vagues de chaleur, s'il y avait plus de pluie intense, s'il y avait plus, les sécheresses étaient plus longues. Et ce qu'on a pu constater, c'est qu'au cours des 50 dernières années, et là c'est pour cette carte-là, on constate en général des hausses. C'est quand c'est rose qu'on a une hausse en tendance sur les 50 dernières années du nombre de jours de vagues de chaleur. Mais il y a encore quand même des régions où on voit de légères baisses. Simplement, la hausse, on l'évalue à l'échelle moyenne, disons, sur l'ensemble du territoire. Alors, par ailleurs... J'ai une petite question là quand même, parce qu'il y a des départements voisins qui indiquent des signes contradictoires. Oui. Oui, mais ça, c'est pas forcément très étonnant parce qu'il y a une variabilité, bien entendu, à des échelles très petites, que là, on prend bien en compte sur cette carte-là, parce que ce sont des données extrêmement précises, ce sont des agrégations de données locales. Il y a pratiquement, dans ces cartes-là, on a quand même, on va dire, une dizaine d'observations par département, c'est l'ordre de grandeur. Et on ne retient après qu'une évolution en tendance. Donc il n'est pas étonnant qu'en des points qui soient voisins, à cause de la variabilité climatique et la variabilité météorologique, on ait effectivement des tendances qui s'opposent.
Et d'autant que là, on est encore dans des valeurs qui sont peu significatives. Donc, alors, sans changer forcément d'illustration encore, je disais qu'on avait regardé aussi les plus intenses. Là, je ne montre pas d'illustration, mais la carte est beaucoup moins homogène sur l'ensemble des départements. Donc, il y a des augmentations à certains endroits, diminutions à d'autres, pour les plus intenses, sur les 50 dernières années toujours. Par contre, on retrouve la cohérence pour la durée des sécheresses, qui aurait augmenté. Là aussi, pas de manière très significative, finalement. Alors maintenant, d'autres indicateurs, parce que le pire n'est jamais sûr, c'est que le vent s'est invité à cette manifestation, mais les nouvelles ne sont pas forcément très mauvaises de ce côté-là, pour ce qui est du climat, tout au moins, puisqu'on voit que le nombre de tempêtes en France au cours des 50 dernières années n'a pas évolué de manière significative en tendance sur cette période, même si on voit quand même que ça évolue par contre par décennies. Il y a des décennies, comme les décennies des années 60, où on a plutôt observé plus de tempêtes que la décennie qui a suivi. Mais en tendance, on n'a pas d'évolution, malgré les tempêtes de 99 qui constituent un événement tout à fait singulier. Mais là, on compte des événements, vous voyez qu'il y en a une quinzaine par an, ça veut dire qu'on définit quand même un seuil pour qu'il soit suffisamment bas pour qu'on puisse compter suffisamment d'événements, sinon on ne peut pas faire de statistiques. On ne peut rien dire d'un événement singulier. Ça, c'est le nombre, mais l'intensité? L'intensité, elle a été aussi regardée et il n'y a pas non plus d'évolution. Vas-y, s'il te plaît. Alors, dernière illustration, ce sont les épisodes de pluie diluvienne dans le sud-est de la France. Alors, vous êtes directement intéressé, évidemment, à ce type d'indicateur-là. Vous avez le nombre de cas de fortes précipitations, plus de 100 mm par jour, et le cas de très fortes précipitations. Alors, donc, c'est en rouge pour les très fortes. Et c'est quand on observe plus de 194 précisément centimètres en 24 heures, ça veut dire des précipitations quand même tout à fait exceptionnelles, puisque je rappelle que la moyenne quand même annuelle dans des villes comme Paris, Toulouse, on est plutôt autour de un petit peu plus de 600 mm, entre 600 et 700 mm. Donc là, en 24 heures, on peut observer jusqu'à plus de 200 mm. Donc ce sont des pluies vraiment très singulières. Enfin, tout le monde se souvient de Vaison-la-Romaine, de Nîmes, parfois des conséquences catastrophiques. Bien, ce type d'événement-là, qu'on appelle événement cévenol, parce qu'il est souvent lié effectivement au relief des Cévennes, mais on en observe ailleurs, ce n'est qu'un terme générique, on a observé aussi en Catalogne, par exemple. Eh bien, ce nombre-là, il évolue aussi à des échelles de temps de quelques décennies. Mais en tendance, on ne voit pas non plus d'évolution très très nette, on ne voit pas d'augmentation très nette de ce type d'événement, même si la tendance est très légèrement positive, on ne peut pas en tirer des conclusions à l'heure actuelle. Voilà, ça c'est pour l'observation. Et pour ce qui est donc de l'attribution, pour revenir à ce que je disais au début, à cette échelle-là, c'est très difficile à faire. On a quand même mis en évidence que l'augmentation des températures de nuit, d'été, était très probablement liée aux activités humaines, parce qu'on a réussi, là aussi, à utiliser des modèles pour faire la comparaison entre ce que simulaient les modèles et ce que l'on observait, et c'est le modèle qui fait le lien de cause à effet, qui établit le lien de cause à effet entre l'observation de l'augmentation de la concentration des gaz à effet de serre, d'une part, et le changement climatique, d'autre part.